Bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir ici dans la matinale RCF. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de votre dernier album. Un album déjà dans les bacs depuis quelques mois, c'est sorti avant l'été. Ça serait, paraît-il, votre 16e album. Un album concocté avec votre fils Arthur. Un peu une aventure de famille donc. Travailler avec son fiston, est-ce que c'est excitant ou est-ce que c'est une sacrée pression ? Ah non, c'est... moi, j'avais pas l'intention de faire un album. Et c'est son désir à lui qui m'a poussé à chercher, à travailler, etc. Non, c'est une pression, mais dans le bon sens. C'est une pression positive. C'est-à-dire ? Vous auriez pas fait d'album du tout sinon ? Ou c'était quand même prévu de revenir Ça aurait pris peut-être 3 ans de plus. Parce que j'avais l'intention de me laisser vivre et de laisser les chansons venir comme ça. Ben non, les chansons, si on les cherche pas, elles viennent pas. Hein. Donc c'est lui qui m'a poussé à chercher. Et à part cette énergie qu'il vous a communiquée pour être un peu dans l'efficacité, qu'est-ce que lui doit cet album ? La musique d'une chanson, déjà, Les filles amoureuses, toutes les guitares rythmiques, et puis, oui, le fait que l'album existe et qu'il soit paru à cette période-là, parce que c'est vrai que sans lui, j'aurais pas... peut-être que l'envie ne me serait pas arrivée autant. Quoi. Mettre le nom de son fils sur un album, il y a une certaine fierté ? Non, la fierté, je l'ai quand je l'entends jouer. Quand j'entends jouer de la guitare. Parce que vraiment... bon, c'est vrai qu'à 15 ans, il avait mangé tout ce que je savais jouer déjà. Donc tout le reste, c'était que des progrès. Et c'est... il joue mieux que vous ? Ah oui. Oui. Ah oui. Bah, c'est beaucoup plus large. Sa palette est beaucoup plus large. Et puis, il a eu un maître exceptionnel qui est Manu Galvin. D'ailleurs, mon bonheur, c'est de les voir les deux sur scène en ce moment, quoi, d'avoir le maître et l'élève, ce qui fait qu'il n'y a pas de compétition. Maxime Le Forestier, quand on travaille avec son fils, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui se joue. Je me trompe ? Oui, mais c'est plutôt le résultat de la transmission, parce que moi, je n'ai rien transmis de façon volontaire. Hein, Tout se fait de façon indicible ? Oui, et puis je sais que les enfants, ils nous regardent quand on leur tourne le dos, hein, donc ils savent de nous des choses qu'on n'imagine pas leur avoir transmis. Et je suis heureux que ça donne ce résultat-là. C'est-à-dire que c'est une transmission douce. Vous avez 2 fils, hein. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre ? Je ne sais pas. Enfin, j'ai rien... Oui, une certaine idée de la liberté, certaine idée du rapport aux autres aussi, d'éviter les conflits. Je déteste les conflits. Et autrement, c'est plutôt à eux de le dire. Hein. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais transmis. Alors, vous avez commencé à chanter avec votre sœur Catherine. Oui. C'était il y a quelques années. Mmh. Il y a eu aussi ce tube, Mon frère, et dont je voudrais rappeler le verset final. Hein. Ici, quand tout nous abandonne, on se fabrique une famille. La famille, ça a toujours beaucoup compté pour vous ? Oui, entre autres, oui. La famille, encore que... oui, c'était une famille bizarre. La vôtre ou celle d'où vous venez ? Celle d'où je viens, oui. C'est une famille avec... bon, mes parents ont divorcé, j'avais quoi, 12-13 ans. Donc, et puis c'était un divorce qui s'est mal passé, donc rupture totale. Oui. Mais j'avais mes 2 sœurs. Bon, évidemment, il y avait la musique qui était toujours présente dans la maison, puisque Anne l'aînée était au conservatoire, donc c'était 6 heures d'instruments par jour. C'était assez dense. La famille qu'on se fabrique, ce sont les amis ? Oui, bien sûr, les amis, oui, les amis. Oui. Et puis, il y a aussi le père spirituel. Pour vous, assurément, c'est Georges Brassens ? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Brassens, c'est vrai. Il y a eu un écuyer qui s'appelle Nuno Oliveira, qui a été très important pour moi.
Mais je ne peux pas parler de père spirituel parce que C'est je trop trouve ça un fort? peu facile. Oui, son père est parti, donc il a remplacé. Bon, C'est, alors, sans dire le mot père spirituel, si on reste sur Georges Brassens, puisqu'on parle beaucoup de chansons, ouais, on reviendra, vous reviendrez pour parler d'équitation si vous voulez. ouais. Mais Georges Brassens, il a quand même énormément compté pour vous. Vous avez commencé à ses côtés, vous avez tourné après des années plus tard sur son répertoire pendant plusieurs années. C'est une figure qui compte. Ah, c'est une figure qui compte fondamentale, bien sûr. Quand je me suis acheté une guitare et que je suis allé acheter des partitions dans le magasin d'à côté et que j'ai dit au mec, qu'est-ce que vous avez pour voix et guitare, il m'a vendu 4 chansons de Brassens. Il m'aurait vendu 4 chansons de Claude François, je ne serais peut-être pas ici en train de vous parler de chansons. C'est vrai que ça a été une découverte, la découverte de la libre parole, du style aussi, de la chanson, parce que moi je connaissais rien à la chanson à cette époque-là. On n'avait fait que de la musique classique ou de la musique religieuse dans la chorale où je chantais au collège. Euh, donc ça a été pour moi une découverte énorme. J'ai appris, là j'avais 14 ans, je l'ai rencontré, j'avais 23 ans, donc pendant toutes ces années-là, j'ai appris quasiment tout ce qu'il avait écrit à ce moment-là. Et quand je l'ai rencontré, quand je lui ai serré la main pour la première fois, je savais jouer à peu près toutes ses chansons. Aujourd'hui, au coin du feu, quelle est votre anecdote d'ancien combattant que vous racontez sur Georges Brassens? Euh, un jour, on déjeunait chez lui et il ne vivait pas avec sa femme. Püppchen venait le voir, ou elle dormait là quand il était malade, mais elle arrivait en général après le repas quand elle aimait bien les invités. Donc elle arrive après le repas, on s'installe dans le salon, on commence à bavarder de choses et d'autres. Et puis à un moment, je lui dis, mais t'as jamais eu d'enfant? Et il me dit, non, mes chansons me suffisent pour me prolonger, etc. Mais ça, c'était le discours Qui servait à tout qui le monde? servait à tout le monde. Donc je dis, mais attends, quand même. Alors là, il se tourne vers Püppchen, sa femme, donc, et il lui dit, mais quand est-ce que t'as failli m'en faire un, toi? Elle lui dit, en 49, Georges. Il se tourne vers moi, il dit, toi, t'es né quand? Je dis, ben, en 49, Georges. Et là, il se retourne vers sa femme, il lui fait le plus beau sourire de la terre, et il dit, tu vois, si ça avait été un garçon, il serait peut-être flic. Si ça avait été une fille, ce con-là l'aurait sans doute déjà baisé. Allez, Maxime Le Forestier, paraître ou ne pas être, c'est donc le titre de ce nouvel album. Les questions d'apparence, de coterie, de passage dans les médias, on a le sentiment que vous avez réglé ça depuis longtemps. Oui, Oui. oui, oui. Mais quand même, paraître, ça reste... Ben, oui. On s'assagit avec le temps? On simplifie la vie? Moi, je pense que ma vie s'est simplifiée. Oui, je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai simplifiée, mais ma vie s'est simplifiée. C'est le fait de connaître la célébrité très vite? Voilà, ça c'est fait, on a casé la case et... Voilà, c'est... Alors après, bon, il y a des questions qui se posent, mais en fait, j'ai pas du tout le schéma Instagram, quoi, de poster ma vie, de montrer ma vie, etc. Non, je montre 10 chansons tous les 5 ans et j'essaye qu'elles soient le mieux possible et le plus fidèle possible à ce que je veux dire. Mais me voir en train de prendre mon petit déjeuner, je trouve que ça ne m'intéresse pas, et puis je suis pas sûr que ça intéresse les gens, quoi. Ou si ça les intéresse, je suis pas sûr que ce soit pour le bon motif. Je crois que vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes un chanteur engagé. Ça vous a passé? Oui, bah vous savez, quand vous écrivez des chansons, soit vous parlez de vous, soit vous parlez d'autre chose. Alors quand vous parlez d'autre chose, forcément vous engagez, puisque vous dites, vous parlez pas que de vous. Donc, mais vous portez plus vos combats comme des étendards, ça c'est terminé? oui, ben, puis l'époque n'est plus à ça non plus. Vous le regrettez ça? Pas du tout. Le slogan "tout est politique", il s'est avéré que c'était pas vrai. Or, c'était vraiment le truc qui courait dans les années 70. Pardon. Non, c'est... Mais il y a quand même des combats qui restent importants pour vous. Ouais, si je les prends pas comme des combats. Ouais, vous les prenez comment? Comme des situations, comme des endroits des trucs où je peux aider. Les restos du cœur, est-ce que c'est un combat?
Non. La lutte contre la pauvreté, ça reste un combat aujourd'hui. Non, pas forcément. Non. On peut faire ça de façon On peut pacifique. faire ça de façon pacifique. L'état de la planète, ça vous inquiète? C'est le titre d'une des chansons, ça déborde? Oui, mais il y a longtemps Oui. que j'y pense. Hein, mais, Comme un arbre? Oui, comme un arbre. Mais à l'époque où je chantais comme un arbre, c'était du pacifisme bêlant et de l'utopie. Vous êtes dur avec vos anciennes chansons? Non, c'était comme ça que c'était commenté. Maintenant. On vous prenait pas au sérieux, c'est ça que Ah vous voulez non, dire? non, Ouais. non, ça faut éviter, oui. Mm. Maintenant, bon, c'est presque 50 ans plus tard, il y a des ministres qui s'occupent de ça, il y a des réunions internationales, on en a pris conscience. Je ne sais pas si c'est assez tôt ou trop tard, mais au moins on ricane plus avec ce genre de problème. Il paraît qu'à votre actif, vous avez plus de 400 chansons, des tubes, et puis des chansons qu'on apprend aussi à l'école, hein, comme Un arbre dans la ville, c'est dans les livres de français. Comment on fabrique une chanson, Maxime Le Forestier? Vous commencez Si je le par... savais, vous ma savez pauvre, pas? si je le savais. Comment vous faites, vous, alors? Mais ça part de n'importe quoi, une chanson. Ça peut partir d'un bout de phrase, ça peut partir d'un bout de phrase musicale, ça peut partir d'une rythmique, d'une certaine façon de pulser, ça peut partir d'une ligne de basse, ça peut partir d'une phrase qu'on entend comme ça et qui nous frappe. Ça peut partir aussi d'un long processus, à partir d'une idée, d'essayer de trouver par quelle voie on va pouvoir rentrer dans la chanson. Il y a Vous n'êtes pas plein du de genre portes à écrire d'entrée. une chanson en 10 minutes en buvant une bière? Ça m'est arrivé. Ça vous arrive de moins en moins, c'est ce que vous allez nous dire? Ça m'arrive de moins en moins. C'est Oui. plus dur aujourd'hui d'écrire qu'il y a 50 ans? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup employé des rimes, hein, déjà. Il faut éviter de se répéter. J'ai déjà beaucoup traité de sujets. J'ai aussi peut-être augmenté mon niveau d'exigence. Et peut-être que le public aussi a augmenté son niveau d'exigence. Il y a plein de raisons qui font que... Et puis, ah oui, si, j'ai mesuré quelquefois la conséquence des chansons. Comment ça? C'est-à-dire quand une phrase mal dite. Il y a des phrases qu'on vous pardonne pas? Ah, il y a des phrases que je ne me pardonne pas. Oui. Exemple? Ah non, pas d'exemple. Non, on donne pas Non. d'exemple. Pas Non. d'exemple. Bon. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit? Quand on écoute votre dernier album, on sent à la fois une certaine nostalgie, et puis on sent aussi que vous êtes bien. Oui, la nostalgie, j'adore ça quand c'est chanté par Brassens ou par Souchon, quand c'est bien écrit, mais c'est pas un sentiment dans lequel je me sente bien. Mais vous êtes bien à votre époque aujourd'hui? Ah, je suis bien dans Hein? mon époque. C'est Oui, ce qu'on oui. sent à vous écouter. Oui, tout à fait. Je trouve que c'était mieux avant. C'est des gens qui ont des trous de mémoire qui disent ça. L'espérance de vie augmente, la misère recule malgré tout. Hein. On a beau dire que... Mais la misère recule. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Alors, ne voir que les aspects négatifs, parce qu'il y en a aussi beaucoup, mais ne voir que ça me paraît... ça me paraît pas bien. Vous savez, j'avais un ami qui s'appelait Jean-François Degnaud, qui était un homme politique. Et un jour, il m'avait parlé de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Et il m'avait dit, l'espérance, c'est la volonté d'espérer. C'est votre état d'esprit. C'est-à-dire, tu tombes dans l'Atlantique Nord, tu passes par-dessus bord de ton bateau, ta raison sait que tu en as pour 2 minutes, mais toi, tu penses que tu vas t'en sortir. C'est ça, l'espérance. Et c'est ce qui vous habite aujourd'hui? Je préfère tendre vers ça, oui. Alors, vous êtes en tournée. Oui. Vous êtes en tournée. Vous allez chanter un peu partout, hein, dans des salles qui, vues du microcosme parisien, peuvent apparaître un peu improbables. Et ça fait partie de vos convictions, de votre engagement, chanter pour tout le monde, aller partout? Moi, je suis profondément persuadé que mes prédécesseurs dans l'activité que j'exerce, ceux qui chantaient des chansons il y a 100 ans,
Ils chantaient dans les rues, dans les cours, et on leur jetait des pièces. Nous, on nous a mis des toits sur la tête, on a appelé ça Espace Jacques Prévert ou Centre Jacques Brel. Mais c'est pareil, c'est aller chanter au pied des immeubles. Et je tiens absolument à aller partout. Pas seulement dans les grosses villes, pas seulement dans les zéniths, enfin pas du tout dans les zéniths. Je préfère chanter 4 fois au Casino de Paris qu'une fois au Zénith. Ouais, ça fait le même nombre de gens, mais le résultat pour moi est plus satisfaisant. Et puis, bon, pour remplir un Zénith en une fois, il faut faire 4 jours de promo, donc de toute façon, autant chanter, puisque c'est ça que j'aime. Vous aimez la scène? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur scène? C'est inexplicable, c'est un échange un échange de sentiments, d'énergie, de tas de choses. Je suis toujours ému quand il y a des gens qui se sont déplacés pour venir. Je trouve que c'est formidable. Ils ont bougé de leur chez eux, ils ont éteint leur télé et ils sont venus pour vivre 2 heures de quelque chose qui j'espère leur laissera un souvenir. C'est la récompense du dur labeur de l'écriture? Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'écris pas parce que j'ai quelque chose à dire, j'écris pour avoir quelque chose à chanter, puisque le vrai but pour moi, c'est de chanter devant des gens. Maxime Le Forestier, les gens vous aiment. Hein. Avant de vous recevoir, j'ai parlé à droite à gauche, ma prochaine rencontre avec vous. Et ce qui revient beaucoup, c'est qu'on se sent bien dans vos chansons, qu'on s'y sent chez soi. Et en même temps, en découvrant les nouvelles chansons, les gens sont heureux de vous retrouver et de regarder toutes ces années passées avec vous, toutes ces chansons qui avec douceur, ont habillé leur vie. Ça vous touche, ça? Il faut prendre soin du public? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais je n'ai pas du tout de cynisme dans ce domaine. Je suis vraiment au premier degré, complètement. Vous êtes un chanteur populaire? Je ne sais pas. Vous aimez cette expression? Oui, pourquoi pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un chanteur populaire? Johnny, c'était un chanteur populaire. Je ne suis pas Johnny. Vous voyez, mais de l'autre côté, Brassens, c'était aussi un chanteur populaire. D'ailleurs, il voulait qu'on l'appelle comme ça, chansonnier populaire. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un chanteur populaire, mais l'adjectif me plaît. Vous déplaît pas? Oui, oui. Merci beaucoup, Maxime Le Forestier, d'être venu dans notre radio, dans la matinale, nous parler de vos chansons. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de votre dernier album. Merci beaucoup. Merci à vous.